toi, c'est la première. D'accord. On s'entend là? Ah oui, bonjour. Il vous manque un micro peut-être? On va se les prêter, il n'y a pas de souci. On est comme ça. Je Bonjour à tous, je m'appelle François, je suis le dirigeant de la société Mesclado. On est situé au Business and Innovation Center de Montpellier, donc je les salue, toute l'équipe du BIC. Mesclado, on est architecte et conseil en système audiovisuel. Donc on ne fait pas de béton, pas de bâtiment, vous en êtes bien douté. Nous, notre métier, c'est la production et la distribution vidéo. Et dans ce domaine-là, on travaille en France, on travaille en Europe, on travaille en Afrique. On a noué un partenariat sur l'export récent avec une institution dans la normalisation de l'audiovisuel qui s'appelle la SMPTE, ce qui nous permet de rayonner maintenant sur l'ensemble des continents. J'ai 4 interlocuteurs à mes côtés et nous allons parler du cloud dans les médias. Et je voudrais commencer avec Olivier Frimbault de la société IBM qui nous reçoit dans ce magnifique site. Donc merci encore à IBM. Olivier, on a parlé pas mal de techno. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit tableau, un petit rappel sur les aspects historiques? Oui, alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, bonjour, Olivier Frimbault. Donc moi, je suis en charge du business du stockage en Europe, mais je faisais du cloud avant. Donc on continue à faire du cloud. Alors la relation entre IBM, les médias et cloud, c'est une vaste question. J'essaie de faire court. IBM n'est pas un acteur du média à proprement parler. On n'est pas un diffuseur de vidéos. On publie pas de livres. On ne vend pas de livres sur Internet comme certains de nos concurrents. Par contre, on est un acteur majeur des technologies informatiques qui sont mortes, il paraît. Alors nous, on ne dit pas que l'informatique est morte, on dit juste qu'elle a évolué fondamentalement. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans un modèle de consommation à la demande. Donc on a aujourd'hui dans les médias des grands clients qui utilisent nos solutions, soit technologiques, soit logicielles, soit, quand je dis technologique, c'est plutôt hardware, on va dire, logiciels ou services. Je peux vous citer un exemple comme Canal+, par exemple, qui utilise nos solutions pour gérer tout le contenu vidéo à l'intérieur de l'entreprise de Canal+, pour pouvoir mieux diffuser en interne et en externe le contenu média. Je peux vous citer une agence française de presse, sans les citer directement, qui aujourd'hui, en 5 ans, a multiplié par 60 la quantité de données qu'ils ont à gérer. Ils sont en train de développer des solutions innovantes autour de la vidéo. Vous avez bien compris que dans les médias, la vidéo devient une solution clé. Et aujourd'hui, gérer le flux temps réel, je dirais, des journalistes ou même des individus comme ça, là, à diffuser en direct depuis n'importe où dans le monde, chacun d'entre nous peut le faire. Donc, ce contenu-là, maintenant, il doit être agrégé, il doit être identifié pour pouvoir être utilisé. Donc, toute la problématique dans le média aujourd'hui et dans le cloud, c'est la valorisation de ça. Bon, on y reviendra dans les questions futures, mais donc IBM est un des acteurs majeurs, je dirais, dans les solutions technologiques qui permettent de rendre ces clouds vivants pour nos clients. Alors, on a une offre IaaS, vous connaissez, on a parlé de SoftLayer. On a des offres, je dirais, SaaS. On a annoncé Bluemix à maintenant 1 an, basé sur une plateforme open. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si je changeais de fournisseur? C'est une vraie question. On est sur des solutions open. Donc si vous voulez construire votre propre solution à la maison, vous pouvez utiliser les mêmes plateformes. C'est des solutions complètement standards. Donc vous pouvez basculer d'un cloud à un autre. J'ai des clients, par exemple, dans la presse qui gèrent sur des sites internet des millions, voire des milliards d'images pour des petites annonces, par exemple. Et leur grand jeu, c'est de passer d'un cloud à un autre et de basculer l'intégralité de leurs images d'un cloud à un autre. Alors ça leur prend à peu près 6 mois.
pour changer de cloud. Alors pour ça, nous on a une solution qui s'appelle Aspera, qui est aussi un optimiseur de transfert de data sur l'internet, enfin sur les réseaux, on dira, au sens large. Et ça c'est une acquisition qu'on a faite il y a 18 mois à peu près, qui est très utilisée dans le monde de la vidéo. Hein, on a un grand client qui s'appelle Netflix, que vous connaissez sans doute maintenant puisqu'ils sont arrivés en France, et qui utilise nos technologies pour diffuser en fait le contenu vidéo entre leurs data centers répartis dans le monde. Donc je vous donne voilà quelques exemples de solutions qu'IBM aide avec nos clients. Alors après, si on pousse un peu plus loin la vue, on a parlé d'Internet des objets. Donc nous, on parle de Cloud 2.0, on va appeler ça comme ça si vous voulez. Donc l'explosion du cloud à l'échelle de l'individu et que ça nous touche tous. Alors l'étape d'après, on parle de cognitif. Cédric en a parlé un petit peu. Dans l'automatisation, le cloud, on a parlé des processus métiers et l'automatisation des processus métiers. Donc ça, c'est la clé, je pense, dans le cloud. Il faut bien comprendre que c'est un moyen d'accélérer et d'automatiser les processus. L'étape d'après, c'est d'automatiser l'intelligence qu'avait l'homme à prendre des décisions pour prendre un maximum de décisions de façon automatique avec l'informatique. Merci Olivier voilà. d'avoir dressé le tableau. Donc ça, c'est le cloud 3.0. Donc le cloud qui nous aide à industrialiser nos processus, donc être plus efficace. Autre acteur incontournable du cloud, de l'informatique avec un grand I, c'est la maison Dell. Fabrice Sultan, bonjour. Bonjour à tous. Je suis Fabrice Sultan, je suis responsable des ingénieurs avant-vente sédentaires qui sont juste à côté de chez nous. Je remercie IBM de m'accueillir dans les relations de bon voisinage. Bienvenue. Alors déjà, je vais commencer par une question. Qui voit Dell en tant qu'acteur de cloud? Levez la main. Voilà, vous avez compris mon challenge. Il y a en plus, dans les gens qui ont levé la main, il y a des gens de Dell qui sont venus avec moi. Donc en fait, tout le point est là. Dell est un fournisseur de solutions d'IT depuis longtemps, essentiellement dans le hardware. On a pour vocation, en particulier depuis le rachat. Vous m'entendez toujours? Ouais. Depuis le rachat de Michael Dell, enfin de sa propre société par Michael Dell, d'être un fournisseur de solutions de bout en bout, depuis les postes clients jusqu'au cloud. Et à ce titre, donc, on a construit notre compétence cloud couche par couche. On est parti des PC. Ma mère croit d'ailleurs toujours que je vends encore des PC, comme croit la maman de Colin. Donc, moi, elle croit toujours que je vends des PC. J'ai renoncé à essayer de lui expliquer d'ailleurs. On a vendu des PC, on vend des serveurs, on a vendu des solutions de stockage. On est l'un des acteurs clés de la virtualisation aujourd'hui, et donc on est naturellement amené à accompagner nos clients vers le cloud aujourd'hui. Donc on se positionne plus en tant que cloud broker parce qu'on a grandi avec eux sur ces problématiques, et donc aujourd'hui de la virtualisation vers le fait de faire un cloud privé et puis de s'ouvrir au cloud public aujourd'hui, c'est le cœur de leurs préoccupations, et on travaille là-dessus avec nos équipes d'ingénieurs avant-vente à côté, à Paris, ailleurs dans le monde. Donc j'avais l'habitude d'un broker pour les assurances, donc là on parle de broker de cloud. Une autre personne qui a changé de métier, c'est Dimitri Moulin. Alors peut-être pas changé de métier, mais une nouvelle casquette à son métier, puisque vous avez un passé de journaliste et aujourd'hui vous êtes derrière cofondateur du service Plush. Exactement, cofondateur de Plush, le live stream made in France, et CEO aussi de cette société. Plush, c'est une solution qui permet depuis un smartphone, comme celui qui est devant vous, de retransmettre en direct vidéo sur le web, un peu partout, puisque là c'est à la fois sur MLactu, à la fois sur Midi Libre, à la fois sur le site de la Cloud Week, à la fois sur le site de la French Tech Montpellier. Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Et ça permet à tout, et sur le site de Plush évidemment, où on peut le voir également, ça permet à tout le monde avec un simple smartphone, de diffuser de la vidéo en direct. Mais ça permet aussi à des journalistes de le faire quand ils se retrouvent sur un événement quelque part, d'être immédiatement en direct à la fois sur le site web de leurs médias, mais aussi, puisque nous on diffuse du live en qualité HD depuis le smartphone, de réutiliser les images, évidemment sur des vraies télés, parce que ça existe encore. Donc on parle de contenu. Un autre acteur dans le domaine du contenu, c'est la maison Aquafadas. Dimitri, allez-y. Non, je voulais juste dire, revenir un petit peu sur ce qui était dit auparavant, c'est-à-dire que effectivement les médias traditionnels s'y mettent de plus en plus au cloud, et j'en sais quelque chose, je travaille depuis des années dans des médias traditionnels, radio, écrit, des médias nationaux.
ils s'y mettent, mais ils s'y mettent toujours avec la crainte dont on parlait tout à l'heure, avec cette façon de redouter les choses, et on en parlait très bien juste auparavant, et c'est vrai que la notion de rassurer est essentielle, importante. Je le vois encore, moi, tout à l'heure, j'ai reçu sur une boîte mail professionnelle d'un des médias pour lesquels je collabore, un petit mail me disant « Vous n'avez pas répondu à l'enquête, qu'est-ce que vous faites comme usage du cloud ?» J'ai répondu, il y avait deux questions, c'est est-ce que vous utilisez Dropbox, le iCloud, et puis toute une série de services. Qu'est-ce que vous mettez dessus? Est-ce que si on vous propose le même service chez nous, en interne, vous allez le faire ou pas? Voilà. C'est-à-dire qu'on est sur des choses où on avance progressivement, mais avec toujours cette peur de l'inconnu, qui est très claire et qu'il faut combattre. Nous, on n'a pas peur de l'inconnu avec Plush, sinon on ne serait pas parti parce qu'on utilise beaucoup de données, évidemment, beaucoup de cloud, à la fois pour le live stream et à la fois pour le replay, puisque c'est disponible en replay. Donc ce que je propose, c'est continuer à parler contenu avec Claudia Zimmer de la société Aquafadas. Claudia, du magazine au e-magazine et au cloud magazine, un grand pas de franchi. Oui, effectivement. Donc, Aquafadas propose des outils pour la création et la distribution de contenu. Alors, on a démarré sur les magazines, la presse quotidienne avec Ouest France, Lagardère, et de plus en plus, les entreprises s'y mettent aussi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer très très facilement, sans coder, des newsletters, des magazines, et de distribuer par le biais d'applications. Sur smartphone, tablette ou sur le web. Donc c'est aujourd'hui je crois pouvoir dire que l'ensemble 100% des groupes médias sont passés au numérique par le biais d'applications. Certains y sont allés à reculons, d'autres ont évidemment beaucoup investi pour pouvoir toucher leur clientèle là où ils sont, pouvoir permettre à un lecteur de démarrer sur smartphone et de finir sa lecture sur tablette ou sur le web. Alors, Dimitri vient de l'évoquer, il y a une certaine frilosité à l'usage du cloud. Et j'ai souvenir, on avait organisé une conférence dans les murs de Canal, donc on rebondit sur un deuxième acteur média français, c'était en octobre 2013. Et la personne de Canal, directeur technique à l'époque, nous avait dit « Moi, j'ai commencé par déplacer certaines installations, les virtualiser, c'est le premier pas pour entrer dans le cloud. » Et puis, en janvier dernier, on avait posé la même question à TF1 qui nous avait dit oh, « On est en train de faire des tests côté TF1 production, donc production d'émissions, pour avoir des milliers d'heures de rush en ligne. » Et là, on sent que 6 mois plus tard, les choses s'accélèrent. Côté Dell, comment est-ce que vous percevez cette frilosité? Comment est-ce que vous y répondez? C'est dans la suite de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu l'as très bien dit, les acteurs, enfin les entreprises qui vont vers le cloud passent par la virtualisation. Donc on les accompagne sur ce chemin-là aujourd'hui, et de manière complètement agnostique, puisque nous on n'a pas d'offre propre, on va dire, au niveau du cloud, on n'a pas de solution, on va dire, de virtualisation des serveurs, en tout cas pas de solution propre aujourd'hui. Donc on utilise les principaux acteurs du marché et on est le premier partenaire de VMware aujourd'hui, on a un des grands partenaires de Microsoft à travers le monde, on est le partenaire de référence aujourd'hui chez Red Hat. Donc on a toute une variété de solutions et on n'a pas de data center en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, depuis le rachat d'une société qui s'appelle Perosystem, on est aussi un très gros acteur du cloud, notamment dans le domaine de la santé et des données de santé. Mais en revanche, en Europe, pas du tout. Donc en Europe, on fonctionne véritablement avec des acteurs locaux, ce qui nous permet de contourner les frilosités par rapport au Patriot Act. Parce qu'en plus, on est aussi très vu comme l'oncle Sam, puisque bon, comme IBM, on est très, nous en plus on est au Texas, donc voilà. Donc forcément, on est très, ça peut susciter un peu d'inquiétude vis-à-vis des entreprises avec lesquelles on travaille. Le fait de savoir que leurs données vont être hébergées sur un data center en France et que les données vont être localisées ici, lève complètement les inhibitions là-dessus. Et donc du coup, on arrive à monter beaucoup de projets de plus en plus sur des data centers qui sont français et où les données, où il va y avoir, par exemple pour les données de santé, des garanties et les certifications ASIP qui vont bien pour la protection et la sécurisation des données de santé. Mais de la même manière, les données restent en France sur des data centers français avec des partenaires avec lesquels on a signé des partenariats. Olivier Frimbault, j'ai envie de vous poser la même question. Cette frilosité, comment est-ce qu'une grande maison comme IBM y répond? Alors ça, c'est un sujet qu'on a eu avant le cloud, on parlait d'hébergement, et ici on a un site d'hébergement stratégique. Donc nous, on a une réponse assez simple à cette question avec nos clients, nos grands clients.
D'abord, c'est basé sur la confiance. Hein, quand on signe avec un acteur, alors il n'y avait pas le label hébergement, ça n'existait pas. Mais la confiance, c'est la première réponse. C'est-à-dire que quand vous choisissez un partenaire fournisseur de cloud, la première réponse, c'est d'avoir confiance en lui, parce que sinon, c'est le début des problèmes. Donc la confiance, parce que si jamais un de nos clients se rendrait compte qu'une partie de ces données retournerait aux États-Unis, même si on est un acteur américain, à cause du Patriot Act, nous on ferme boutique, c'est assez simple, tous nos clients partiraient de nos data centers. Donc ça c'est la première réponse, c'est que pour nous c'est essentiel de gérer cette sécurité, la sécurité des données. Alors vous avez vu l'accès au site, hein. Je pourrais vous dire un peu plus derrière, mais c'est un sujet fondamental, c'est l'accès physique, c'est l'accès du trafic. On est capable d'encrypter à l'intérieur d'un serveur le flux de données entre la mémoire vive et le processeur, si vous voulez. Donc on peut aller très loin dans la sécurité. Maintenant, il y a un autre problème dans la sécurité, c'est que le verre est dans le fruit. Et en fait, le problème est dans la salle. Pour être plus clair, en fait, la majorité des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en termes de sécurité viennent de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Donc vous pouvez avoir une frilosité à aller vers un acteur extérieur. Votre problème vient plutôt de l'intérieur. Je vous donne un exemple. J'ai un ami expert comptable qui a reçu un mail un jour, il rentrait le lundi matin, ses employés lui disaient que toutes les données étaient inaccessibles sur son serveur centralisé. Il avait un petit serveur local où il avait toutes les données comptables de tous ses clients. Je ne sais pas si vous imaginez pour un expert comptable ce que ça veut dire. Et aucun accès aux données. Il a reçu un mail qui lui proposait d'envoyer 500 € en Bitcoin. Vous connaissez Bitcoin? Voilà. Alors vous savez pas où ça part. Et moyennant quoi, il recevait la clé pour pouvoir décrypter ces données. Alors, ce que je vous dis là, je vous le dis sérieusement, c'est une vraie expérience. La personne a décidé de payer les 500 €, parce que 500 € à l'échelle d'une entreprise, quand vous perdez 2 jours de travail d'une étude comptable, c'est microscopique. Mais vous imaginez après la confiance que vous avez dans l'infrastructure que vous avez chez vous. Donc quand je vous dis que le verre est chez vous, la sécurité, c'est un vrai problème majeur. On voit avec TV5, on voit avec Sony, on voit. Les exemples sont pléthore autour de nous. Donc aujourd'hui, la sécurité, c'est un sujet fondamental qu'on traite avec des solutions technologiques, avec des processus métiers, de la sécurité, avec des audits, etc. Mais aussi en travaillant sur nos employés, on a une certification en interne pour nos employés. On leur a fait même un test, on leur a envoyé un spam. Non mais c'est vrai ce que je vous dis. On leur a envoyé un spam et on voulait voir comment réagissaient les employés au spam. Et ceux qui réagissaient bien, ils avaient un bon point. Un bitcoin. Dimitri Moulin, avec votre casquette éditeur de contenu, Oui. comment est-ce que vous percevez ces questions de frilosité, de sécurité, etc. C'est vrai que c'est une vraie grande question, notamment pour nos clients professionnels, donc soit pour les solutions premium qui sont sur abonnement, soit pour les solutions pro qui sont de gré à gré, à façon, on va dire, sur mesure, comme vous voulez. La première des questions qu'on nous pose, c'est oui, mais bon, votre flux vidéo, il est sécurisé ou tout le monde peut le récupérer, le pirater, le voir, le prendre, et bon, je filme quoi? On a des contacts avec des services de secours ou d'urgence, on va l'appeler comme ça. Évidemment, ils n'ont pas envie que les images qu'ils tournent, eux, pour rester en interne, se retrouvent à l'extérieur. Donc c'est leur apporter une garantie. La garantie, c'est d'avoir une sécurisation absolue sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire sur l'ensemble du flux, du départ du smartphone jusqu'à l'arrivée sur leur plateforme à eux et en passant par nos serveurs à nous. C'est de tout maîtriser pour être sûr de ne rien perdre et d'empêcher qu'il puisse y avoir quelque chose de perdu. Donc c'est vérifier que en bout de chaîne, c'est bien ce qui est parti du début qui arrive au millimètre près, je vais dire, ou à l'image près, pour vous le dire comme ça plus clairement, en tout cas pour moi. Mais c'est d'avoir cette sécurisation-là. Et puis la deuxième question, puisqu'il y a les replays, c'est mes replays, mais ils sont où? Ils sont comment? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont pas s'effacer? Est-ce que je peux les télécharger? Oui, c'est la question.